du brevet supérieur ont démarré aujourd'hui. 62 700 candidats sont convoqués pour cette session 2015. Elle dit quoi? Les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur ont démarré aujourd'hui. 62 700 candidats sont convoqués pour cette session 2015. Et l'on va s'intéresser dans ce journal à l'aéroport flambant neuf de Mans, un aéroport désormais équipé d'appareils de pointe. Haïti renoue avec l'ordre constitutionnel avec la tenue hier dimanche des législatives, un scrutin émaillé d'incidents. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Après les épreuves orales, place aux épreuves écrites. 62 700 candidats à l'assaut du brevet de technicien supérieur. Les épreuves écrites du BTS ont démarré aujourd'hui. Elles vont se poursuivre jusqu'au 17 août prochain. 42 935 candidats convoqués pour les filières tertiaires et 19 765 pour les filières industrielles. Notre équipe de reportage s'est rendue au centre de bureautique de communication et de gestion de Cocody. L'établissement abrite 2 centres d'examen. 62 700 étudiants répartis dans 12 centres sur l'ensemble du territoire national sont en lice pour le brevet des techniciens supérieurs BTS. Les écrits ont démarré ce lundi par l'épreuve de technique d'expression française. Les candidats du centre de bureautique de communication et de gestion CBCG de Cocody trouvent l'épreuve abordable. J'ai trouvé des épreuves abordables et bon, j'espère bien réussir les différentes épreuves qui nous seront proposées. Je suis confiante et je confie tout au bon Dieu. J'ai eu un peu de difficultés pour débuter l'épreuve, mais au final, ça allait. Hormis un étudiant souffrant d'un accès palustre qui n'a pu composer dans la matinée, les épreuves se déroulent sans incident, selon le président du centre 2 du CBCG. Vous pouvez le constater, tout se passe très bien. C'est un centre très calme et les candidats sont dociles et tout se passe bien. Les épreuves écrites du BTS prendront fin le 17 août 2015. On s'intéresse à présent à l'aéroport de Mans. Les travaux de construction de cet aéroport débutés en 2013 sont achevés. Aujourd'hui, c'est un aéroport flambant neuf, un aéroport moderne et qui est équipé d'appareils de pointe qui a été livré aux usagers. Koné Pargassoro nous en dit un peu plus. Aéroport de Mans. Situé à environ 15 km de la ville de Mans, cet aéroport, créé en 1986, a été entièrement reconstruit. L'ancienne tour de contrôle remplacée par une nouvelle. Le bloc technique avec à l'intérieur les bureaux du personnel et la salle de conférence équipée. L'aérogare, le poste de sécurité, le hall public, la centrale technique et son matériel de pointe nouvellement installé, le parc météo et le VOR DME prêt. La piste d'atterrissage longue de plus de 3 km est protégée par des barbelés et le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie de l'aéroport opérationnel. Je peux dire qu'il y avait une piste d'atterrissage avec un hangar passager. Ce n'était pas un aéroport. Aujourd'hui, nous avons un aéroport avec un niveau de protection 6. On a toutes les installations qu'il faut pour un aéroport moderne. Et ici, je vais vous apprendre que nous avons maintenant la procédure par satellite, un système de navigation satellitaire que nous avons installé ici et qui a été validé en l'air comme au sol. La construction de cet aéroport moderne dont les travaux débutés en 2013 est une réalisation du président de la République Alassane Ouattara. Depuis 2008, les travaux devaient démarrer. Il a fallu un homme comme le président Alassane Ouattara pour débuter ce travail fin 2013. Un aéroport qui, selon ses responsables, est capable d'accueillir de nombreux avions, dont les Fokker 28 et les Fokker 100.
À 6 mois des élections, la tension monte au Niger. L'opposition a rejeté en bloc le chronogramme des élections de 2016. L'opposition qui dit souhaiter la tenue d'élections locales avant la présidentielle. Haïti a renoué hier avec l'ordre constitutionnel. C'était les premières législatives depuis 2011. Un scrutin émaillé d'incidents parfois violents, provoquant la fermeture anticipée de dizaines de bureaux. Près de 300 000 personnes n'ont pas pu voter. Premières élections en Haïti depuis 2011. Les législatives ont été marquées par de nombreux incidents, parfois violents, et une faible participation. Certains bureaux de vote ont dû fermer plus tôt. Le Conseil électoral provisoire décidera d'ici mercredi si les scrutins seront réorganisés dans ces circonscriptions. Les résultats devraient être rendus publics le 19 août. Au Burundi, les violences s'intensifient avec hier ces affrontements entre policiers et insurgés. De violents échanges de tirs se sont fait entendre dans la capitale Bujumbura. Pour l'heure, aucun bilan n'est disponible. Ce regain de violence intervient au moment où le parquet affirme avoir identifié les auteurs de l'assassinat il y a 8 jours de l'ancien chef de la sécurité intérieure. La Colombie est l'un des pays qui connaît la guerre civile la plus longue au monde, avec plus de 65 ans de conflit armé. Une guerre civile qui a laissé des centaines de disparus et des questions sans réponse. Une opération d'exhumation des corps de victimes a récemment été lancée. Un espoir pour les habitants de Medellín, un quartier meurtri par le conflit armé. Alejandra n'a pas vu son père depuis 13 ans. Un matin, des hommes armés ont frappé à leur porte et l'ont emmené. Quelques années plus tard, c'est son frère qui a été enlevé de la même manière. Beaucoup de familles racontent la même histoire dans ce quartier de Medellín en Colombie. Leurs proches ont un jour disparu et personne ne sait ce qui leur est arrivé. Je leur parle dans mes prières parfois. Je leur dis « Allez, dites-moi où vous êtes et j'irai. Montrez-moi juste l'endroit. Guidez-moi et j'irai. » Le conflit colombien a marqué l'histoire de Comuna 13. Il y a 25 ans, ce quartier a été le théâtre d'affrontements entre des guérillas de gauche, des milices paramilitaires et des groupes armés d'extrême droite. Pendant des décennies, la mort pouvait être à chaque coin de rue. C'était habituel pour nous, quand on roulait à moto, de voir un corps par terre et de continuer à rouler. On savait et on voyait qu'il tuait des gens, mais il fallait faire semblant qu'on ne voyait rien, qu'on ne savait rien, parce que c'était le seul moyen de pouvoir rester vivre ici. En 2002, le gouvernement lance des frappes aériennes pour récupérer Comuna 13. Des centaines d'habitants ont été portés disparus après cette opération militaire. L'armée a laissé des paramilitaires là-bas, donc le contrôle du territoire a changé de camp. Avant, il était entre les mains de groupes armés liés à l'insurrection. Ils ont commis toutes sortes d'abus. Après, il y a eu ces groupes paramilitaires. Certains de ces paramilitaires, maintenant démobilisés, ont révélé qu'ils enterraient sur ce terrain les corps de leurs victimes. Les autorités ont récemment décidé de déplacer des milliers de mètres cubes de détritus et de creuser pour tenter de localiser les restes des victimes. Les recherches pourraient aboutir à la plus grande opération d'exhumation de l'histoire de la Colombie. Dans un deuxième temps, il faudra procéder à l'identification. C'est un défi parce que nous ne savons pas dans quelles conditions nous allons trouver les corps. Enterrer leurs proches retrouvés permettra aux familles d'en faire enfin le deuil. Mais pour que ce chapitre noir de Comuna 13 se referme, il restera à comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Direction Madagascar, on s'intéresse au skateboard. Dangereux mais considéré comme ultra branché, le skateboard est un luxe à Madagascar. Une planche coûte environ 1 mois de salaire. Malgré le coût élevé de la planche, les adeptes sont de plus en plus nombreux. À Madagascar, une planche de skateboard coûte 1 mois de salaire, entre 50 et 170 €. Mais cela ne décourage pas les passionnés comme Ricardo. Régulièrement, il retrouve ses amis pour s'entraîner dans ce skatepark rudimentaire aménagé dans les locaux d'une chaîne de télé privée. Et si sa planche casse, il la rafistole. Elle est carrément bousillée. Je vais rafistoler cette planche. Bon, je l'ai déjà percée, il faut des trous, bien sûr. Et j'ai appris à faire ça tout seul en fait. Je n'ai pas encore vu des gens faire ça, à part à Madagascar.
Ça va mieux. Là, ça tient, ouais, c'est assez solide. Donc ça doit tenir dans les, je sais pas, dans les maximum 2 mois. Et après les 2 mois, ben, on se débrouille. La majorité des jeunes de Lille ne jurent que par le foot, le rugby et le basket, mais depuis quelques années, Internet a popularisé le skateboard. Aujourd'hui, Madagascar compte une centaine d'adeptes, un petit groupe connecté avec la communauté mondiale des skateurs grâce aux réseaux sociaux et aux smartphones. On regarde des vidéos sur YouTube. Il y a aussi nos potes qui sont là-bas. Il y a un gars qui habitait ici, mais maintenant il habite aux USA, à Washington. Des fois on parle qu'est-ce qui se passe là-bas et tout ça. Genre, c'est quoi la prochaine contest, la grande contest, c'est qui est le plus meilleur des skateurs. Il y a beaucoup de sites de skate et on essaie de suivre avec ça. Le skateboard n'est pas reconnu officiellement à Madagascar. Les jeunes doivent pratiquer sans structure ni subvention. Mais en 2013, 3 malgaches passionnés ont créé la première association de skateurs, le SMEG, le Skateboard Malagasy Education Group, qui compte une 50aine de membres. Et leur talent a été remarqué à l'étranger. Les jeunes commençaient à filmer donc leur réalisation et à envoyer leurs vidéos sur YouTube. Et à l'étranger, ils nous ont repérés comme quoi il y a le skate à Madagascar. Et ils ont eu l'initiative de nous pousser aussi. Et c'est ainsi aussi qu'on a eu le contact d'une association aussi en France qui nous ont donc fourni les matériels. Ils ont voulu nous aider. L'association française leur envoie des planches d'occasion et un nouveau skatepark financé par l'Île-de-France va bientôt ouvrir dans la capitale. Le début de la reconnaissance pour ces jeunes malgaches, souvent considérés comme des originaux. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Excellente soirée sur